pour cette première séance d'une série de 4 qui s'appelle Diagonale géopolitique, dans lesquelles en fait on va analyser un certain nombre de sujets qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et le sujet de ce soir, c'est le conflit historique et aussi géopolitique entre le monde musulman chiite et le monde musulman sunnite, qui en fait est, si l'on peut dire en résumé, parce qu'on n'a qu'une heure et quart, une heure et demie pour le traiter, qui est la clé incontournable de compréhension de tous les conflits qui sévissent depuis fort longtemps, on pourrait dire plus d'un siècle, et puis même avant, mais disons, nous qui sommes témoins depuis 2011 de l'embrasement d'un Moyen-Orient complètement bouleversé par une série de conflits qui ont l'air d'être, disons, des révoltes contre telle et telle forme de pouvoir. En fait, ce qu'on va ce soir aborder, d'après moi, donne une clé de lecture incontournable pour comprendre ce qui se passe, le bouillonnement qui s'est déclenché, dont j'allais dire l'ex-ministre de la Défense, que j'en ai interviewé, qui est en train de sortir de son poste, M. Moshe Yaalon, j'ai vu à 2 reprises pendant cette période, avait dit que ces soulèvements, et en plus j'avais vu il y a 2-3 ans, il n'y avait pas encore la même situation en Syrie et ailleurs, il avait dit que ce type de bouleversement, d'ailleurs en utilisant un mot qui me fait penser à l'expression utilisée par notre maître Léon Ashkenazi Manitou, Zikron Tzadik Livracha, qui parlait souvent d'événements massifs. D'événements massifs, quand quelque chose fait tourner l'histoire. Eh bien, Yaalon, lorsque j'ai interviewé à 2 reprises ces dernières années, en parlant des printemps arabes qui sont devenus des hivers islamiques, et plus que ça d'ailleurs, avait utilisé cette expression, des événements massifs qui ne se déclenchent que, même pas une fois par siècle, une fois tous les 500 ans. La répétition, l'ampleur et je dirais la synergie qu'il y a entre tous les conflits qui ont éclaté d'abord en Tunisie, rappelez-vous, contre Ben Ali, ensuite en Libye, puis bien sûr en Égypte, on ne voit pas la carte s'arrête le début de la Libye ici, en Égypte, et puis très vite au Bahreïn, au Yémen, et aussi évidemment en Irak, c'était déjà le cas avant, mais l'Irak a aussi implosé, la Syrie n'en parlons pas, avec des répercussions sur le Liban, toute cette flambée, si vous voulez, de conflits a une logique, même si lorsqu'on lit les nouvelles au jour le jour, on est accablé, comme j'ai souvent dit, grâce ou à cause d'Internet de nouvelles, et on a le nez collé sur des événements qui s'accélèrent, sans comprendre souvent le pourquoi et le comment. Alors, l'ambition de la rencontre de ce soir, c'est de le révéler, peut-être une clé dont vous connaissez sans doute les têtes de chapitre, mais d'aller un petit peu plus loin pour essayer de décrypter les conflits, le conflit historique qui est à la fois culturel et surtout religieux et historique entre le monde chiite et le monde sunnite, et aussi de voir quelles sont les manifestations que ça a sur le terrain. Donc je vais faire 3 points. Avant de les aborder, je vais faire une petite introduction de 2 précisions. Mais les 3 points qu'on va essayer de faire ce soir, c'est 1, le conflit historique religieux, parce que tout ce balagan là entre le monde sunnite et le monde chiite est parti d'un conflit religieux qui est vraiment le cœur des événements d'aujourd'hui, premièrement. Après, on verra les implications de ce conflit historique dans le Moyen-Orient aujourd'hui, au travers de tous les conflits, de toute l'instabilité qu'il y a dans la région, pour essayer de classer les choses un peu, et que ce soit ce qui se passe en Irak, ce qui se passe aussi au Yémen, la coalition qu'a formée l'Arabie Saoudite contre les rebelles chiites du Yémen, qui sont montés, financés par l'Iran, etc. Il y a beaucoup à faire. Et le 3e point, je terminerai, parce que c'est essentiel, c'est de comprendre quelles sont les ambitions de l'Iran, quel jeu joue l'Iran dans cette espèce d'immense embrasement. Et aussi, on verra par là même, on est obligé, puisque l'Iran est le pays chiite par excellence, 85 millions d'habitants, dont 97% de chiites, c'est ce grand parallélépipède ici, ce grand trapèze vert, qui en fait regroupe l'essentiel des forces chiites dans le monde. Je dois préciser qu'aujourd'hui, dans le monde entier, si on prend les Philippines, qui sont un énorme pays musulman, etc., il y a en fait à l'échelle de la planète 85% de musulmans qui sont sunnites. C'est-à-dire que le courant chiite est très minoritaire au niveau quantitatif.
Au Moyen-Orient, moins, parce qu'il n'y a pas les Philippines, il n'y a pas l'Indonésie, les grands pays musulmans, mais au Moyen-Orient, le rapport est de 70% de sunnites, 30% de chiites, parce qu'évidemment la population iranienne, aux 3 quarts, enfin aux 4/5e chiites, joue un rôle prépondérant. Mais si vous voulez, on comprend bien que là on a affaire à un conflit d'une majorité face à une minorité. Et on va voir ce soir combien la mémoire historique, la volonté et l'opiniâtreté historique des Iraniens, qui sont toutes rattachées à ce qu'on va examiner dans le premier point, c'est-à-dire le conflit religieux, est déterminant pour comprendre ce qui se passe. Y compris ce qui se passe en Syrie, où les choses sont moins claires, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de chiites en Syrie, mais on sait que Téhéran soutient le régime de Assad, qui est un régime alawite, une minorité de 15% de Syriens, qui en fait a été mise sur pied surtout par les Russes à l'époque, quand Assad a fait son coup d'État. Le père Assad, en 70, c'était un général d'armée, il a fait un coup d'État pour, si vous voulez, parce que en fait, il y avait un balagan politique aussi, ethnique qui commençait, mais ce sont les Russes qui l'ont appuyé, parce qu'ils ont justement jugé que la minorité alaouite, qui représente que 15% des Syriens, pouvait arbitrer le conflit entre sunnites et les autres ethnies. J'y reviendrai sur la Syrie, parce que la Syrie, on parle toujours du Liban qui est une mosaïque ethnique, mais la Syrie, c'est pas mieux, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, tout le Moyen-Orient, je voudrais, sans l'oublier, je l'avais déjà cité dans un autre sujet, mais rappeler la phrase prophétique de notre ex-premier ministre Golda Meir, qui avait dit en 73, après la guerre de Kippour, quand on l'interviewait sur l'avenir du Moyen-Orient, elle avait eu cette phrase prophétique qui se vérifie aujourd'hui, donc plus de 45 ans avant que ça se manifeste. Elle avait dit, au Moyen-Orient, il n'y a que 2 véritables États, l'Égypte et Israël, et le reste, ce sont des tribus qui hissent des drapeaux. Donc, sur la composition ethnique, si vous voulez, très mitigée. Je ne sais pas si vous avez vu hier soir, il y avait une émission, je regarde rarement la télé en ce moment, mais j'ai regardé, parce que c'est mon domaine de spécialité, il y avait une émission sur Daesh à l'échelle régionale. Et justement, on va être obligé de parler, quand on parlera de l'Iran, de la confrontation, parce que la confrontation sunnite-chiite, à part tous les pays dont j'ai parlé, elle se fait principalement entre les volontés impériales de l'Iran, je dis bien volonté d'hégémonie impériale, et la volonté du monde sunnite dirigé par ces extrémistes que sont les gens de Daesh et de l'État islamique, de créer un califat qui est aussi un empire sunnite. Donc si vous voulez, on a donc bien une espèce de face-à-face extrêmement violent entre la puissance chiite qui veut imposer sa loi et son hégémonie sur la région et cette force qui n'existait pas il y a 5-6 ans mais qui s'est développée comme un champignon atomique qui lui a déjà conquis, comme vous le savez, ils sont en régression aujourd'hui pour différentes raisons, mais en l'espace de 2 ans, l'État islamique qui est parti d'une scission de Al-Qaïda en Irak, a conquis la moitié de l'Irak, ou plutôt non, le tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie. Alors qu'aucun service de renseignement, y compris le Mossad, et sans parler des Américains et des autres, n'avait laissé prévoir qu'une force de ce genre allait se lever et allait jouer le rôle qu'elle joue aujourd'hui, y compris aux portes d'Israël, de soi-disant menacer Israël, etc. Bien que là-dessus il y a beaucoup de sensationnel. Et en tout cas, une force dont on parle sans cesse, puisqu'elle a commis des attentats terribles en Europe, et qu'elle reste. Alors, elle est en retrait aujourd'hui pour différentes raisons. Il y a deux coalitions militaires contre l'État islamique. Et puis il y a surtout les Russes qui ont fait beaucoup plus que les Américains en 2 ans. Les Russes en quelques mois ont fait des dégâts et ont fait monter les enchères. Et donc on a en fait ce conflit, si vous voulez, on pourrait aussi l'aborder par là. Mais ce que je voudrais dire en introduction avant de voir les causes historiques et les manifestations historiques, c'est la chose suivante. C'est que j'ai ici par exemple une revue de presse que j'ai exprès amenée, on ne va pas l'analyser, enfin un article en tout cas, qui indique il y a quelques jours que dans l'Irak, vous savez, depuis le retrait américain de 2003, de la dernière guerre américaine qui a eu lieu en 2003 et le retrait qui a été consécutif en 2007, 2008, l'Irak maintenant
qui est divisée entre trois zones, une zone au nord qui est kurde, une zone au centre qui est plus ou moins sunnite autour de Bagdad, encore que c'est très mitigé, et surtout le sud de l'Irak, collé au Koweït et à l'Iran, qui est complètement chiite. Ça, c'est la répartition géographique, mais au niveau politique, les Américains se sont retirés et ont mis en place un gouvernement qui est maintenant un gouvernement d'obédience chiite à 85%, c'est-à-dire que c'est l'Iran qui contrôle Bagdad. Même si il y a évidemment une guerre civile, enfin une guerre entre les Kurdes qui veulent repousser et l'État islamique et quelquefois l'armée irakienne, bien qu'il y a eu une autonomie kurde qui a été accordée par le gouvernement officiel. Il y a donc au nord ce combat. Il y a dans la zone centrale autour de Bagdad, il y a un face-à-face entre les milices chiites et l'État islamique, mais aussi d'autres milices djihadistes, et même plus que ça, c'est ça la revue de presse que j'ai amenée, pour vous dire combien c'est complexe, de la même manière que dans le monde sunnite lui-même, dans le monde donc majoritaire, il y a des factions qui sont dressées les unes contre les autres. On se bat entre sunnites, en Syrie. Quand on ne combat pas le Hezbollah et Assad, on se combat entre sunnites. Et aussi en Irak, il y a différentes milices chiites, pourtant qui ont le même drapeau, c'est-à-dire cette orientation religieuse pro-iranienne, et bien qui sont en rivalité. Et là, on signale dans cet article que les rivalités chiites dans le centre de l'Irak déstabilisent, si vous voulez, le peu d'autorité qu'a le gouvernement et affaiblissent la guerre contre l'État islamique. Parce qu'en fait, l'une des forces, bien sûr, qui lutte aussi bien en Irak qu'en Syrie contre l'État islamique, c'est paradoxalement l'Iran. Et à ce niveau-là, parce que c'est un pays chiite qui lutte contre la volonté impérialiste, puisque c'est deux volontés impérialistes l'une contre l'autre, et paradoxalement, c'est pourquoi d'ailleurs, on va dire à Israël dans tout ça, on a écrit des textes et des analyses qui reprennent ce que disent les spécialistes de Tzahal, à savoir qu'aujourd'hui Israël se prépare, qu'à Dieu ne plaise, à un scénario d'affrontement au nord d'Israël, qui est une guerre triangulaire, où d'une part, on aura affaire à l'État islamique s'il s'approche trop. Il a d'ailleurs reçu des injonctions que, bon, on a des lignes rouges qui sont à la fois topographiques, qui s'approchent trop près de la frontière, notamment du Golan, et surtout il stocke des armes chimiques, comme on a présupposé il y a quelques semaines. Ces lignes rouges sont définies par ça, elles ne sont pas publiques vraiment, mais on les connaît. Et donc en fait, on a mis en garde l'État islamique de ne pas trop nous approcher. Mais ça se préparait à un scénario d'affrontement, d'une part contre l'État islamique, mais aussi contre les ennemis de l'État islamique au Liban, en Syrie, en Irak, c'est-à-dire contre le Hezbollah, qui est le Hezbollah qui défend la ligne iranienne, donc en Syrie et au Liban. Et qui est en fait une des menaces stratégiques et qui est le bras avancé de Téhéran au nord d'Israël. Et donc si vous voulez, vous comprenez que quand le ministre Ya'alon disait tout à l'heure, je le citais tout à l'heure, disait que c'est des événements massifs, jusque-là on a bien mené notre barque, c'est-à-dire qu'aucune armée conventionnelle, grâce à cet embrasement et du fait de cet embrasement, aucune armée conventionnelle arabe ne menace Israël, comme ce fut le cas par le passé, que ce soit la Syrie, je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, encore moins de la Jordanie, qui est, paraît-il, classée pour l'instant dans le camp des modérés, ou l'Égypte, qui a heureusement échappé à la mainmise des frères musulmans, qui sont des sunnites évidemment, mais dans tous les cas, si vous voulez, aujourd'hui, les dangers du Hamas, par exemple le danger de Daesh au nord d'Israël, ou du Hamas, ou même du Hezbollah, bien qu'il est le plus prégnant, ce sont des menaces, mais ce ne sont pas des menaces stratégiques colossales. La vraie menace, on comprend bien que c'est le cerveau de toute cette affaire-là, et l'Iran pèse d'un poids beaucoup plus préoccupant pour les stratèges de Tzahal, même que Daesh ou le Hamas, ou même le Hezbollah, bien que le Hezbollah soit aux ordres, il ne fera rien sans le feu vert de terre. Donc si vous voulez, il y a quelque chose à démêler, un écheveau de conflits complexes qu'il faut démêler. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, pour rappeler les sources et les tensions au Moyen-Orient, c'est que ces sources enfin, ces conflits se sont amplifiés depuis un siècle. Nous, on a les yeux portés sur ce qui se passe depuis 5-6 ans, mais depuis que l'islam a perdu à la fois la guerre, puisque avec la chute de l'Empire ottoman, qui contrôlait toute cette région du Croissant fertile, qui s'est passée pendant la Première Guerre mondiale, si vous voulez, la chute de la Turquie, donc il y a plus d'un siècle, et le renversement du califat
d'Istanbul a accru les divisions dans cette région. Et on s'aperçoit, justement on va le voir, que moi je parle d'un conflit ce soir entre sunnites et chiites, mais même dans le monde sunnite et même pays par pays, il y a si vous voulez, ce monde est régi par des rivalités, par des clans, par des chefs de bande. Et la phrase de Golda Meir, je citais en disant que les seuls États qui répondent à la définition moderne, c'est l'Égypte et Israël. D'ailleurs, elle a eu raison, puisque regardez l'Égypte qui a failli être emportée par les printemps, enfin le renversement de Moubarak et l'arrivée au pouvoir pendant 1 an et demi des frères musulmans qui sont en fait la maison mère du Hamas. C'est le Hamas qui a pris le pouvoir en Égypte. Puisque le Hamas de Gaza, c'est c'est la section de Gaza des frères musulmans. Donc on savait à qui on a affaire. L'imam des frères musulmans Kadawi, qui était en exil à Londres, il est venu après le renversement de Moubarak, il a tenu les fameux vendredis des discours incendiaires devant 1,5 million de personnes à la place Tahrir du Caire, dans lequel il dit aujourd'hui on a reconquis le Caire, on a reconquis la vraie Égypte islamiste, et l'étape prochaine c'est Jérusalem. C'est-à-dire on savait à qui on a affaire. Et d'ailleurs Tsahal, face à les dirigeants israéliens n'en menaient pas large pendant les 18 mois où les frères islamiques ont pris le pouvoir en Égypte, tout simplement parce que se reproduisait au sud d'Israël un autre événement aussi colossal que la révolution islamique chiite, qui date de 79, le renversement du Shah, puisque là, notre principal allié avec lequel on avait signé une paix froide, tout d'un coup s'était doté d'un gouvernement islamique extrémiste qui était prêt à n'importe quoi. Et donc, pour donner l'indication de ça, c'est qu'il a été renversé en 2011, Moubarak. L'été 2012, quand les frères musulmans étaient déjà au pouvoir avec Morsi, le président Morsi qui a été élu, comme dirait l'autre, c'est pour ça que l'idée américaine ou occidentale de croire qu'on peut faire fleurir la démocratie dans le Moyen-Orient, c'est une idée complètement aberrante, parce que ça ne fait pas partie des valeurs et de la culture, disons, historique pour l'instant en tout cas, des populations et de la sociologie politique qui nous entoure. Eh bien, les Américains ont cru qu'avec la démocratie, on allait, en installant la démocratie en Irak, eh bien, ils ont un gouvernement chiite pro-iranien. En installant la démocratie à Gaza, entre guillemets, Israël a écopé du Hamas, qui a été élu, comme aux dernières élections palestiniennes qui remontent à 8 ans. De même, en Égypte, eh ben, il n'a pas fait un coup d'État, Morsi. Il a été élu. Et donc, si vous voulez, c'est comme avait dit Shmuel Trigarian dans une analyse, il avait dit les islamistes, que ce soit les chiites ou les sunnites, ils adorent les élections, mais une seule fois, pour arriver au pouvoir. Et après, on sait ce qui se passe. Et donc, c'était ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, il a fallu un renversement, un soulèvement populaire à nouveau d'une partie des couches moyennes qui ont été déçues par la gestion aberrante d'1 an et demi de frères musulmans, et l'armée, évidemment, avec le général Sissi, qui est devenu président, pour remplacer, si vous voulez, cette parenthèse qui a fait très peur à Israël. Je vous donne l'exemple, c'est que l'été 2012, quand déjà Morsi était au pouvoir et qu'on pensait que, enfin, ils avaient dit qu'ils ne feraient que s'occuper des élections du Parlement, ils ont pris le pouvoir aussi au comité constitutionnel, dans la chambre haute et la chambre basse, et si vous voulez, ils avaient une mainmise sur tout. Et Tsahal, l'été 2012, a fait évidemment un briefing d'été. Les généraux de Tsahal ne s'en vont pas en vacances l'été, ils font des séminaires sérieux. Et le séminaire de l'été 2012, on l'a su après, c'est la première fois depuis plus de 30 ans qu'on a signé, on a signé la paix en 79, ça fait calculer, ça fait 35-36 ans. C'est la première fois depuis 3 décennies et demie que Tsahal tenait un briefing de travail sur des simulations de guerre avec l'Égypte, parce que si les frères musulmans étaient restés au pouvoir en Égypte, ça aurait été un danger vital pour Israël. On avait au sud, encore plus près de nous, le même ennemi, même s'il est lui sunnite, alors que ici les Irans sont chiites. Et donc, en fait, on avait une situation très tendue. Alors après ces remarques-là, si vous voulez, très succinctement, je voudrais donc aborder le premier point, et je vais le faire avec une ou deux planches projetées, une fois n'est pas coutume, pour expliquer les racines du conflit. Ce conflit chiite-sunnite est tellement prégnant, tellement profond et au soubassement de toutes sortes de champignons guerriers qui ont fleuri ces dernières années, que plusieurs experts, et dont l'un des experts, un Israélien qui s'appelle Barney Rubin, qui écrit souvent dans Jerusalem Post, mais aussi dans différentes revues, qui était un spécialiste de l'Institut Begin Sadat d'études stratégiques,
j'ai ici un article, une analyse de lui qui date de 2011, et il dit déjà au moment où commencent ces conflits que l'opposition radicale entre sunnites et chiites est tellement prégnante que c'est un conflit qui va nous accompagner pour plusieurs décennies. Et alors il y aurait des questions, savoir pourquoi ça a sorti maintenant, ça c'est pas la partie que je veux aborder tout de suite, pourquoi c'est maintenant que tout ça explose. Je citerai juste que cette analyse qui est commune à Glucksmann, André Glucksmann, qui nous a quittés il y a à peu près 1 an, et aussi un autre sociologue français, Lacouture, qui disait que en fait le réchauffement de ces conflits ethniques et religieux est la dernière onde de choc du tremblement de terre de la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide en 89, elle a produit le conflit yougoslave en Europe et dans les Balkans, et elle a mis 20-25 ans pour arriver ici, puisque ça date de quand? La chute du mur de Berlin 89, la chute de l'Empire soviétique 91. Il a fallu de 91 à 2016, donc vous voyez, ça fait combien, 23, 24 ans, un quart de siècle pour que cette onde de choc frappe ici et que tous les conflits qui avaient été gelés par la guerre froide, face à face, et le glacis américano-soviétique, qui n'existe plus, en fait, tous ces conflits, et qui remontent pas seulement à ça, qui remontent aussi au fameux accord Sykes-Picot dont on parle beaucoup, puisque c'est le centenaire de cet accord en 2016, ça date de 1916. Ces accords des puissances coloniales françaises et anglaises ont complètement redessiné la carte au cordeau de ces frontières-là qui ne correspondent pas aux ethnies, et tout ça qui a été glacé à la fois à un moment de la Seconde Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale par la guerre froide, tout ça s'est réchauffé maintenant parce que, si vous voulez, il y a plus ce face-à-face Est-Ouest qui maintient les alliances, et il y a finalement un réchauffement, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'y a plus de guerre froide. Glucksmann avait fait un jeu de mots, il a dit après la guerre froide, c'est le réchauffement des conflits. Et le dégel a entraîné un réchauffement des conflits qui font apparaître les véritables oppositions religieuses et qui transcendent des frontières qui ne veulent rien dire. Regardez ces frontières au cordeau, là, comme ça. On parle des droits de la Jordanie ou des droits de la Syrie. La Syrie, elle a été créée dans la forme actuelle en 1946, 2 ans avant Israël. Al-Mam et Doubar, que nous, on est des intrus dans la région. Tous les États ont été créés après la Seconde Guerre mondiale. À part l'Égypte, justement, qui, lui, elle a une histoire ancienne, etc., et aussi moderne, pas seulement l'histoire des pharaons. Et donc, si vous voulez, on a affaire à un véritable réchauffement qui est semblable j'allais dire, avec en plus le côté religieux encore plus compliqué, au conflit des Balkans qui a éclaté en Europe très vite après la chute du mur de Berlin et la chute de l'URSS. Donc ça, il faut bien comprendre que ces phénomènes-là de fond ne vont pas passer comme ça en quelques semestres. Et à part le conflit donc sunnite-chiite, il y avait la plupart des experts, on les lise en anglais, en français, moi je ne lis pas l'arabe, mais on lit traduction de l'arabe, les experts de la région estiment que cette instabilité-là va durer au moins une décennie dans sa forme actuelle, mais le conflit sunnite-chiite il ira plus loin encore. Et donc on a affaire vraiment à un problème de fond. Alors si vous voulez bien, je vais aborder le conflit historique entre sunnites et chiites au niveau de sa genèse et de ses manifestations, je dirais, religieuses. On ne peut pas faire l'histoire de l'islam en quelques minutes. Si quelqu'un voudrait bien éteindre une partie des boutons qui sont dehors, il y a, si vous voulez, à l'origine de ce conflit, il y a, c'est pas sans faire de jeu de mots, il y a une scission, un schisme, ce qu'il y a de dire, mais ça n'a rien à voir avec les chiites, une scission religieuse qui intervient en 683 de notre ère, c'est-à-dire, en fait, quelques années après la disparition de Mahomet, du prophète Mahomet, qui a déjà conquis une bonne partie de la péninsule arabique. Ses successeurs, qui sont les califes, qui vont devenir les califes des Omeyyades, ses successeurs provoquent, si vous voulez, une bataille fatidique qui s'appelle la bataille de la Karbala. Elle intervient au cœur de l'Irak d'aujourd'hui. Et en fait, elle va opposer qui à qui? Elle va opposer justement la branche, j'allais dire, celle qui va devenir majoritaire, les sunnites, c'est-à-dire les futurs califes, à qui? Eh bien, à un descendant, si vous voulez, qui est en fait, il est à la fois le cousin
Certains disent le genre, bon, en fait, il faudrait être plus précis, mais c'est pas l'essentiel, qui s'appelle Ali, et qui en fait a regroupé, qui lui considère qu'il assume la continuité de l'islam, puisqu'il est descendant direct par alliance de Mahomet, et en fait les califes, et ceux qui vont devenir les tribus, ceux qui vont devenir sunnites, tendent une embuscade, qui est plus qu'une embuscade, qui est une véritable bataille, à cet endroit qui s'appelle Karbala. Mais là, il faudrait vraiment mettre un peu plus de lumière parce que je vois même pas le shalat. Et alors donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette bataille? Il va y avoir en fait une défaite cinglante. Et je vais vous montrer les documents que j'ai amenés. C'est des documents, vous savez pourquoi parce que, en principe, je n'utilise pas ça. Mais là, c'est tellement fort au niveau culturel et religieux, ce moment, que je trouvais important de le stigmatiser par des images. Et on va voir, si vous voulez, que cette bataille en fait a été perdue par la branche chiite, c'est-à-dire par Ali qui s'est fait tuer. Son cheval blanc a été fait prisonnier. Ce n'est pas une légende, c'est un moment historique. Et à partir de ce moment-là, les califes des Omeyyades vont prendre, si vous voulez, vont être le monde majoritaire. Et surtout, c'est que l'Iran d'aujourd'hui, les chiites d'aujourd'hui, ont entretenu de cette défaite, qui s'appelle la défaite de la Karbala, 683 donc de l'ère commune, une mémoire douloureuse et une mémoire vengeresse qui est absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faites le calcul, on est en 2015, ça fait 1015 plus, ça fait presque 1400 ans que les Iraniens, les chiites, le monde chiite, pas seulement les Iraniens, mais l'Iran bien sûr, entretient la mémoire de cette défaite et célèbre chaque année la fête qu'on appelle la fête de la Ashura, qui est une fête, donc une sorte de célébration de cette défaite, et où de Damas à Téhéran, en passant par aussi certaines villes d'Inde, où il y a aussi des chiites en Asie, et surtout au Moyen-Orient, on a des cortèges hallucinants de gens, de milliers de gens, qui s'autoflagellent. À la limite, l'autoflagellation des chrétiens, c'est une plaisanterie par rapport à ça. Eux, ils s'entaillent la peau avec des sabres. Ils le font aussi sur leurs enfants. Et on a, si vous voulez, une mémoire qui date de 1400 ans, qui est une mémoire vengeresse, c'est-à-dire une mémoire, nous on a la mémoire, les Avdi, la Fave d'Alod, on a la mémoire de nos, malheureusement, des massacres par lesquels on est passé, mais c'est une mémoire constructive et c'est une mémoire qui n'est pas une mémoire de vengeance. Mais eux, dans la tradition, dans certains islams, si vous voulez, la tradition du schisme iranien, le mouvement chiite, c'est de dire que, vous connaissez ça, je suis obligé de faire un peu de tête de chapitre de théologie de la région. À savoir que dans le courant, si vous voulez, chiite d'aujourd'hui, ils considèrent que le monde est en train de s'approcher d'un goulot d'étranglement qui permettra l'arrivée du 12e imam, le retour du 12e imam, qui sera en fait, comme on pourrait dire, Ali réincarné, qui viendra redonner sa proéminence à ceux qui ont perdu la bataille de la Karbala, à ceux qui ont été humiliés par le monde chiite et qui n'ont cessé d'être humiliés, parce que sachez aussi une chose, je ne peux pas tout détailler, c'est que après cette défaite, ceux qui continuaient d'être les partisans de... C'est pas seulement une défaite militaire sur un champ de bataille, mais tous ceux qui se réclamaient de Ali ont été massacrés, ça a duré des décennies, ça a duré sur plusieurs siècles, les chiites sont devenus, si vous voulez, j'allais dire, les pourchassés du monde musulman. Et donc ils en ont acquis une mémoire de souffrance, une mémoire surtout de vengeance, qu'ils célèbrent de manière atroce, et c'est ça que je voulais vous faire voir, et on va y arriver malgré tout, si vous voulez, il faut lui laisser le temps, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ou alors je le ferai à la fin, et qui est célébré partout. Et c'est quand même intéressant de se rappeler de ça, parce que on a là un événement fondateur, une humiliation à la fois géopolitique et religieuse fondatrice, qui structure, si vous voulez, la lecture de l'histoire et la conception de l'histoire du monde chiite. Aujourd'hui, pour vous dire jusqu'où ça va, le fameux président qui précède M. Rouhani, qui porte bien son nom d'ailleurs, parce qu'il apparaît pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un homme conciliant, qui fait des sourires, et que l'Occident a considéré comme un modéré par rapport à Ahmadinejad, qui a eu 2 mandats, qui a été 9 ans à la tête de l'Iran, et dont le nom d'ailleurs, dans les lettres du nom, il y a à la fois le djihad et le comment dirais-je, et le Aman et djihad. Et chez Ahmadinejad, on avait lu des textes, c'est que
allant très loin dans une certaine interprétation messianique, si vous voulez, du retour du 12e imam, du Mahdi, il s'appelle le Mahdi, donc le Messie des chiites. Eh bien, il y a, comme le monde musulman, tout comme le monde chrétien a emprunté une partie de sa théologie, beaucoup de sa théologie d'ailleurs, au judaïsme, c'est pas étonnant que même dans cette partie-là, eh bien, ils ont aussi leur Messie, entre guillemets, qui est le 12e imam, mais ils ont aussi le héros du Messie, c'est-à-dire celui qui va annoncer l'arrivée, le Eliyahu Hanavi, l'Avdil, Abdallah, qui va annoncer l'arrivée du Messie. Et qui est ce héros et cet annonciateur de l'arrivée du 12e imam? Eh bien, c'est Ahmadinejad qui a écrit des textes et son entourage en disant, voilà, le président de l'Iran d'aujourd'hui, il est l'annonciateur de l'époque de la grande vengeance iranienne. Et donc, si vous voulez, on a affaire à une mémoire historique persistante, une opiniâtreté, comme je disais tout à l'heure, qui structure en fait la stratégie iranienne. On voit que ici au centre, c'est justement Ali, sur son cheval blanc, qui est encerclé des ennemis. Vous voyez Ali ici, on va revoir ça sous d'autres formes, qui est encerclé par les califes et par ceux qui vont le pourfendre. Alors, ici vous avez une photo d'une des représentations dans un cortège de la mort d'Ali. Vous voyez un habillé en blanc qui s'est collé des flèches avec derrière des types qui sont ses assistants, qui assistent à sa mort tragique. Ça se passe dans les rues de Téhéran, cette chose-là. Et ça se passe aussi, ça pourrait se passer dans les rues de Beyrouth, partout où il y a, si vous voulez, des chiites. Et ici, il y a trois autres images. Ici, vous avez un bouquin, mais pour vous dire combien c'est central. Il y a ici un livre, la bataille de la Karbala, je voulais que vous le voyiez pour qu'on s'en souvienne. Il y a ici par exemple un cortège, je crois, qui est en Inde. Bon, on ne voit pas très bien, mais c'est à Muharram, donc en Inde, une procession où les hommes torse nus se flagellent. Et on parle, comme vous le voyez, d'événements qui sont contemporains. Si vous voulez, on va retrouver les photos que je voulais vous faire voir, qui étaient les photos les plus prégnantes. Ce sont les photos des flagellations d'aujourd'hui, où on voit des mères qui entaillent le front de leurs enfants et de leurs bébés. Et c'est pas simplement des hommes adultes, c'est des foules musulmanes. Bon, écoutez, on a l'impression qu'elle se grippe. Je vais procéder à une révision technique pour la prochaine fois. Cette mémoire qui a structuré le schisme, la scission, on est tenté de dire le schisme, la scission entre l'islam, si vous voulez, entre la tête de pont, le début de l'histoire chiite et de l'histoire sunnite, va s'accentuer dans l'histoire. Et en fait, on pourrait comme ça, pour arriver, si vous voulez, avant de voir la carte d'aujourd'hui, savoir que par exemple, c'était l'une des causes des guerres civiles au Liban depuis 58 et la grande guerre de 75 qui a duré jusqu'en 90. La guerre Iran-Irak, c'était quoi? C'était aussi une guerre entre le chef de file du monde sunnite que se croyait être Saddam Hussein et les Iraniens. C'était une des manifestations de ce conflit. Une guerre extrêmement meurtrière, presque combien de millions de morts? 3 millions de morts, je crois, avec plein d'enfants qui ont sauté sur les mines. La guerre civile en Syrie, bon, on va en parler. Les guerres civiles au Yémen. Les émeutes au Bahreïn, on va aussi en parler. Des émeutes en Arabie Saoudite. Et donc, si vous voulez, en fait, il y a trois choses qu'il faut retenir de cet aperçu historique très rapide. Il y a une frustration et une volonté de vengeance, je le disais, très ancienne, qui a traversé l'histoire du monde chiite, et d'autant plus que le monde chiite était persécuté, notamment dans tous les territoires. Il y avait des provinces de l'ouest de l'Arabie Saoudite où il y avait pas mal de chiites qui étaient des gens assez intelligents, qui avaient des positions éminentes, et ils ont été vraiment pourchassés, massacrés. Il y a des scènes de massacres qui ressemblent au pogrom. Et deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est l'autre vecteur? C'est qu'il y a une tendance à la surenchère. Quand on a une mémoire malheureuse, avec surtout une volonté de se venger, si vous voulez, ça crée au niveau de, pas seulement des mythes, j'en ai parlé un petit peu, j'ai effleuré la question du 12e imam, etc. Ça c'est de la théologie, mais au niveau géopolitique, ça crée des explosions, de la surenchère,
et une tendance, si vous voulez, à l'extrémisme. Et d'autre part, troisième conséquence, et on va le voir maintenant rapidement dans les manifestations sur la carte, c'est que la conséquence de cela, c'est que ça crée à l'échelle du Moyen-Orient qui est déjà, comme je le disais, avec des frontières artificielles, ça crée une balkanisation, c'est-à-dire dans un Moyen-Orient aux frontières, disons, incertaines, la résurgence d'un Iran fort depuis la révolution islamique en 79, avec aussi, si vous voulez, une stratégie dont on va parler à la fin, puisque le troisième point sera l'Iran, l'Iran d'aujourd'hui, il y a, si vous voulez, une dynamique d'éclatement, de balkanisation, c'est le cas de dire, puisque je parlais des Balkans, des États du Moyen-Orient. Donc, je m'en tiendrai là, si vous voulez, pour le premier point. En ce qui concerne les manifestations, là, on va être très concret. Comment ce conflit se manifeste-t-il aujourd'hui? J'en ai déjà touché, nous. Il y a très peu de chiites en Égypte. On m'a posé une fois une question, j'ai fait une conférence sur Internet, et en Libye, etc. Il y a, en fait, en Libye, en Afrique du Nord, dans le Maghreb et dans le Machrek, il y a peu de chiites. C'est vraiment pas il n'y a pas de présence chiite, pour ainsi dire. Par contre, on va prendre, si vous voulez, la carte. Le véritable ennemi juré de l'Iran, à part évidemment toute l'idéologie tendant à dire que c'est le grand Satan, les États-Unis, le petit Satan, Israël, le véritable ennemi de l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite, puisque le drame de la Karbala et de la genèse de cette défaite et de cette longue histoire de souffrance a eu lieu au cœur de l'Irak, mais avec, si vous voulez, le rôle prééminent de la famille des Saoudiens, de Saoud, et donc, si vous voulez, l'ennemi juré de l'Iran d'aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Il faut savoir, aux confins de l'Arabie Saoudite, il y a des minorités chiites. Ici, dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite, ici, il y a depuis plusieurs années déjà une population, une forte minorité chiite qui est donc armée par l'Iran et qui malmène l'armée saoudienne. Mais ça, on n'en parle pas trop. Il y a un conflit sporadique, il y a des guérillas, il y a des bosses, etc. Il y a eu un épisode qui a été passé sous silence qui est quand même très significatif, même si l'enjeu territorial, justement, l'enjeu territorial n'est pas essentiel. Dans la presqu'île du Bahreïn, le Bahreïn, ici, qui est ce minuscule, cette petite Corse-là du détroit d'Ormuz, en fait, c'est un pays qui était gouverné par un gouvernement sunnite, mais avec une majorité de population chiite, puisque ça se trouve en fait en face des côtes iraniennes, vous voyez. Et il y a eu, le gouvernement a été très mal mené, et ça allait très très mal dans les rues de Manama. L'Arabie Saoudite, je crois que c'était en août 2011, dépêche des péniches de débarquement, des chars, et défend avec ces chars le gouvernement sunnite qui était menacé par les révoltes chiites fomentées par les Iraniens. Et donc ils ont arrêté ça. Alors on a eu la même chose en plus petit au Koweït, parce que bon, le Koweït c'est ici, à la pointe de l'Irak. Là il y a aussi des minorités chiites, mais ça n'a pas pris la même ampleur. Là où le conflit est devenu décisif, ça s'est passé disons l'an dernier, c'est que il y a au Yémen une forte, d'ailleurs ce sont les frères de ceux qui sont de l'autre côté de la frontière ici, c'est la même chose. Il y a une forte minorité dans une tendance du monde chiite qui s'appelle les Houthis du Yémen, qui ont, si vous voulez, qui ont été armés, comment dirais-je, mieux encore, qui ont été entraînés et appuyés au plan logistique donc par l'Iran, et qui ont en fait, qui sont allés à la conquête du pouvoir. C'était en fait en mars 2015. Il y a eu une marche de ces Houthis vers à la fois la capitale Sanaa, que je vais retrouver, et qui est ici au centre, et aussi et surtout après ils ont renversé le président, le deuxième président, le président du Yémen avant les printemps arabes, c'était un président dictateur pro-occidental. Il a été largué par les remous du printemps arabe entre guillemets, il a été remplacé par un autre, et soi-disant réélu. Et en fait, les Houthis ont bouté hors de son palais présidentiel en mars 2015 le président en question, qui a dû trouver refuge justement en Arabie Saoudite, président sunnite, et ils ont pris le palais présidentiel, et fort de cette victoire, ils ont avancé vers un endroit encore plus stratégique, c'est comment dirais-je, le port d'Aden, qui est ici,
qui est un peu le verrou de l'entrée dans la mer Rouge, et donc stratégique par rapport à... De la même manière qu'on a ici dans le détroit d'Ormuz, un détroit stratégique dans lequel transite environ un tiers des cargos transportant du pétrole, le tiers des flux maritimes de pétrole quotidiens passent par ici. Ici, c'est pas seulement du pétrole, mais tout le monde comprend, c'est un axe stratégique, à la fois par rapport au Soudan, à l'Égypte, Israël, et donc le fait de détenir le port d'Aden, qui a d'ailleurs porte un nom en arabe que j'ai oublié, qui s'appelle la porte du nom arabe de la mer Rouge. C'était un pas de plus, une ligne rouge que les Saoudiens n'ont pas accepté. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu que les chiites du Yémen, vous voyez, le Yémen c'est un immense pays, tout ce pays rose là, s'apprêtaient à prendre Aden. L'Arabie Saoudite a monté en mars-avril, quelques semaines après, une coalition anti-chiite avec la Jordanie, l'Égypte au niveau des aviations, et a commencé des bombardements extrêmement sérieux contre ces rebelles pour les empêcher de prendre Aden. Et ils ont enrayé, si vous voulez, par une vraie guerre. Il y a eu d'ailleurs, j'ai eu une statistique, il y a eu 7000 tués par ces bombardements depuis un an, dont 1 millier d'enfants, parce que tout cela intervient dans des zones qui sont des zones peuplées, le port d'Aden ou Sanaa. Et donc, si vous voulez, le conflit là est devenu un conflit ouvert. Et d'ailleurs, fort de leur containment, c'est-à-dire de leur demi-succès militaire, ils ont empêché que le Yémen ne passe définitivement dans le camp chiite. Les Saoudiens ont créé sur cette lancée, pour vous dire combien les enjeux sont, je crois que c'était, nous sommes en mai, je crois que c'était en janvier-février, ils ont créé une autre coalition, pas pour intervenir au Yémen, ils ont créé une coalition de 31 pays sunnites arabes, qui s'intitule la coalition contre le terrorisme, qui est à la fois, qui sous-entend évidemment Daesh, parce que tout en étant sunnites, l'Arabie Saoudite n'est pas pour soutenir évidemment Daesh, qui est trop extrémiste à ses yeux, mais aussi et surtout cette coalition de 30 pays musulmans sunnites, évidemment contre l'Iran. Et donc phénomène, j'en ai parlé. Alors, par contre, là, les deux pays qui sont plus proches de nous et qui sont décisivement en prise à ce conflit, c'est l'Irak, dont j'ai dit quelques mots. L'Irak, dont le gouvernement est pro-iranien et qui, si vous voulez, d'une certaine manière est non pas une marionnette dans les mains de Téhéran, mais presque, c'est-à-dire que ici, le gouvernement, si vous voulez, ignore la question kurde, puisqu'il n'y a pas les... Mais par contre, l'affrontement sunnite-chiite dans le centre et le sud de l'Irak est un phénomène quotidien. Il y a eu 61 attentats et 70 morts il y a 2 jours. On ne compte pas le nombre d'affrontements, mais ces affrontements sunnites-chiites. En Syrie, c'est complètement surréaliste, parce que c'est encore plus sophistiqué. Je disais, la Syrie a 15% d'alaouites, 65% de sunnites. C'est d'ailleurs pourquoi le régime Assad, à partir du moment où il était plus soutenu par les Russes, avec ce dégel dont j'ai parlé, enfin plus soutenu aussi directement en tout cas, tout ça est arrivé au grand jour, c'est-à-dire qu'il y a eu une révolte sunnite qui est en fait les 2 tiers de la population syrienne contre le clan, la dictature Assad, pour établir donc un changement de régime. Et le problème est le suivant, c'est que, je vais déborder sur le 3e point, parce que l'heure avance, mais ça va ensemble, je vais aborder maintenant, en parlant de la Syrie, je suis obligé de parler de la stratégie iranienne. Parce que, de la même manière que l'Iran a, depuis la révolution 79, elle a eu une stratégie de création, si vous voulez, d'une série d'axes qui ressemblent à 2 grandes tenailles, la tenaille du nord et la tenaille du sud, qu'on a vu se manifester ces dernières années. Mais la tenaille la branche de la tenaille la plus forte, c'est ce qu'on avait appelé jusqu'à maintenant l'axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Parce que c'est quoi cet axe? Téhéran, on sait ce que c'est. L'Irak, ils ont réussi à se mettre dans la poche le gouvernement irakien, à cause aussi de l'incurie des Américains, à cause de tout ce que vous voulez, la politique d'Obama, ça c'est aussi une autre question, et aussi en soutenant Assad. Alors le paradoxe est où? C'est qu'Assad, c'est pas un chiite, mais on sait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du conflit, que lorsque cet axe s'est formé, il y a à peu près une 15-20aine d'années, les Iraniens ont mis dans la balance, on dit à Assad, on obligeait Assad de laisser rentrer des imams, des mollahs plutôt, de laisser rentrer des mollahs chiites et de permettre à l'Iran de chiitiser
une partie de la population syrienne. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail religieux, un travail de propagande et d'endoctrinement chiite, qui était le pendant de l'alliance dont avait besoin Assad. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qui continue. La Syrie, bien qu'il y ait assez peu de chiites, il y a à peu près 10% de chiites. En fait, il y a aussi les grandes ethnies en Syrie, c'est quoi? Parce que je parlais des sunnites, 65%. Les alaouites, 15%. Et le reste se départage entre Kurdes au nord, entre Druzes au sud, et aussi des chrétiens, des maronites, etc., un peu comme au Liban. Et donc en fait, c'est intéressant de voir, je fais une parenthèse aussi sur le problème kurde, puisque vous voyez que, alors que la question kurde existait déjà au XXe siècle, mais qu'elle était effacée par la question palestinienne, les Kurdes n'ont pas pu faire entendre leur voix. Aujourd'hui, sous l'effet de ce dégel et de ces conflits réchauffés, eh bien aujourd'hui, la question du Kurdistan, c'est pas simplement une province autonome qui existe déjà au nord de l'Irak, c'est aussi une province, une partie que les Kurdes ont arrachée à l'État islamique ici, au nord-est de la Syrie, une partie où ils combattent contre les troupes turques dans le sud de la Turquie, et aussi ils ont l'ambition de... Parce qu'il y a aussi des Kurdes du côté iranien, c'est-à-dire qu'en fait, si un Kurdistan se forme, il commencera par l'Irak et la Syrie, ça sera plus dur avec les Turcs parce que Erdogan et les islamistes turcs ne sont pas prêts à renoncer à leur souveraineté, et les Iraniens encore moins, mais si vous voulez, il y a l'enjeu d'un Kurdistan. Alors pour en venir à notre histoire de chiite et sunnite, on a donc un axe chiite qui a soutenu le régime Assad. Pourquoi? Parce que la Syrie, si vous voulez, dans la mesure où le Hezbollah, qui est le véritable allié de Téhéran, le Hezbollah était prééminent, et toujours prééminent, et fait la politique à Beyrouth. Par exemple, il n'y a pas d'élection présidentielle alors qu'on doit réélire un président libanais parce que le Hezbollah s'y oppose, même si le Hezbollah, c'est pas le premier ministre qui est du Hezbollah, mais le Hezbollah tire les ficelles parce qu'il est plus fort que l'armée libanaise et il a l'appui de Téhéran. En fait, si vous voulez, on peut dire que le Liban est une province de l'Iran, en tout cas le sud-Liban, où Ahmadinejad d'ailleurs avait vu à la jumelle Israël il y a quelques années, c'est vraiment c'est une colonie, si vous voulez, d'une certaine manière de l'Iran, même s'il y a un gouvernement avec un parlement, etc. Ça, c'est un peu pour la façade. Alors, pourquoi il y a le soutien à Assad? D'abord, il y a l'aspect religieux dont j'ai parlé, mais il y a aussi le fait que la Syrie est un pays déterminant pour assurer le maintien de la proéminence du Hezbollah. Et alors, résultat des courses, quand il y a eu la rébellion sunnite qui a commencé en 2011, les Iraniens ont demandé au Hezbollah d'intervenir pour défendre Assad. Il y a actuellement à peu près 15 à 20 000 membres, enfin peut-être un peu moins maintenant parce qu'ils ont ils ont à peu près eu 1 millier de pertes. À un certain moment, il y avait 12 ou 15 000 membres du Hezbollah, des commandos spéciaux, qui appuyaient l'armée d'Assad qui était en déconfiture. Vous savez qu'il y a, avant que les Russes n'interviennent, il y a à peu près 1 an et demi, Assad était en tellement mauvaise posture qu'il ne contrôlait plus que 20% du territoire de la Syrie. Les Kurdes au nord avaient mangé, l'État islamique aussi au nord-est, les sunnites au sud, Assad il contrôlait plus rien. Alors, il y a eu deux événements qui ont sauvé Assad. Un, l'entrée massive des commandos du Hezbollah, entre 10 et 15 000 gens entraînés, et aussi les gardes révolutionnaires iraniens, pas seulement des officiers qui sont en Syrie. Il y a à peu près 2000 à 3000 membres des gardes révolutionnaires qui sont des gens formés évidemment à la guerre, qui encadrent et le Hezbollah et l'armée d'Assad. Et alors, cerise sur le gâteau, il y a eu, alors qu'aucun pays occidental, aucune grande puissance n'a osé intervenir en Syrie, puisque vous vous souvenez que, alors que la France était prête à envoyer, quand il y a eu le bombardement chimique en août il y a 2 ans, la France avait proposé d'intervenir, il y avait une alliance avec les États-Unis, et Obama, au dernier moment, a accepté le compromis russe de désarmer la Syrie de ses armes chimiques, et donc ils ont arrêté l'opération, les Français ont reçu un feu rouge en pleine mer, c'était une débandade. Et en fait, qui a tiré les marrons du feu de ce retrait, de cette non-conséquence? Ce sont les Russes. Les Russes ont attendu que la Syrie, si vous voulez, n'ait plus d'alliés, et eux sont intervenus massivement pour appuyer Assad, en ayant leurs propres intérêts dont on pourrait parler, mais ça sort de notre analyse. Et en tout cas, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a en Syrie? La Syrie, c'est vraiment le lieu de je dirais, symbole de ce méli-mélo. Parce que comme j'ai déjà expliqué, vous avez d'un côté, si on devait dessiner les traits de la guerre civile en Syrie, à la lumière du conflit donc sunnite-chiite, vous avez une majorité de sunnites, 65% de la population,
qui se sont soulevés, qui se soulèvent toujours contre Assad pour le mettre à bas. Assad résistait tout seul, il n'a pas pu, il s'est fait aider par le Hezbollah, par les Iraniens, puis par les Russes. Et donc en fait ce sont les deux grands camps. Maintenant, dans le nord de la Syrie, il y a les Kurdes qui volent pour leurs propres ailes. Il y a aussi des Druzes ici qui se méfient des milices qui sont là. Et quel est le problème? Le problème, je parlais tout à l'heure des divergences au sein du monde chiite en Irak. Mais ici en Syrie, c'est le microcosme atroce, j'allais dire, des divergences qu'il y a dans le monde sunnite lui-même. Puisque dans la rébellion sunnite qui s'oppose à Assad, vous avez 4 tendances. Alors, on pourrait dire dans la résistance aussi en France, à l'Avdil, il y avait des tendances, les communistes, les gaullistes, peu importe, mais ce n'est pas des tendances seulement. Ce sont des milices qui, lorsqu'elles ne combattent pas contre les troupes d'Assad et du Hezbollah, alliées entre elles, se combattent entre elles. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, dans la partie du Golan syrien, ici en face de Tibériade, vous avez 4 tendances, je vais vous dire lesquelles. Il y a l'État islamique, qui est le califat, qui est surtout organisé ici, mais qui a essayé de s'infiltrer, donc ça c'est bien sûr. Vous avez la tendance, l'ancienne racine de Al-Qaïda qui s'appelle le groupe Al-Nosra, qui est donc, et c'est lui qui avait massacré d'ailleurs des Druzes, à tel point qu'il y a 2 ans, vous vous souvenez, ça avait créé un émoi, et les Druzes de Tsahal avaient demandé que Tsahal intervienne pour protéger les Druzes du Golan. Donc la tendance, donc, Al-Nosra. Vous avez une tendance libérale, je veux dire une tendance laïque qui n'est pas islamiste, qui est l'opposition laïque à Assad. Et puis vous avez toute une série de groupuscules djihadistes, du djihad mondial, comment ça s'appelle, des salafistes, etc., qui ne sont pas exactement l'État islamique. Et ces 4 tendances, au lieu de s'associer et de partager peut-être le territoire pour lutter contre Assad, lorsqu'elles ne combattent pas le Hezbollah et ripostent pas au Hezbollah, elles se combattent entre elles dans les j'allais dire, comment on appelle, les afougotes, les cessez-le-feu, bref, qu'il peut avoir à tel ou tel endroit, et ben quand il y a un cessez-le-feu contre Assad, et ben ils se combattent entre eux. C'est-à-dire, il faut savoir que donc les divisions, il y a une grande division sunnite dont on a parlé, mais il y a aussi dans chacun de ces 2 univers, il y a des comportements tribaux et si vous voulez, un émiettement des forces qui fait que cette guerre-là, la guerre civile syrienne, va pouvoir durer encore très longtemps. Surtout si les grandes puissances ne s'en mènent pas. Les Russes ont dit qu'ils s'étaient retirés, en fait ils ont tout mis en place, ils continuent de bombarder, surtout l'État islamique, et en fait ils pourraient aussi réintervenir en quelques heures, mais eux ont fait le ménage à leur manière. Alors, maintenant pour terminer la 3e partie, parce que je crois que c'est le cœur aussi, on va revenir à la question du conflit initial, du conflit culturel, du conflit historique, religieux. C'est que Shimon Peres avait dit il y a 25 ans, en mettant en garde, avant l'arrivée au pouvoir de Netanyahou, quand il était disons, à côté de Rabin, et peut-être même un peu avant Rabin, il était le leader de la gauche, du Parti travailliste. Il avait eu quand même un brin de lucidité en disant qu'il y a en fait 3 facteurs qui caractérisent l'Iran comme un danger potentiel, non seulement par rapport à Israël, mais aussi au monde sunnite et au monde libre en général. Et il avait décliné ces trois critères. Il avait dit que la possession, puisque déjà il y a 25 ans, on savait que les Iraniens avaient recommencé presque à zéro, mais enfin c'était pas à zéro, le programme nucléaire du Shah, et en fait s'apprêtait et continuait à vouloir avoir l'arme atomique. Il avait eu la phrase suivante: lorsqu'un pays totalitaire, despotique, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est le cas en Iran, on a parlé de la grande, le côté diplomatique, la vitrine souriante du président Rouhani, qui semble avoir un visage entre guillemets plus spirituel que Ahmadinejad, mais il faut savoir que sur la première année de Rouhani, il y a eu 500 exécutions politiques en Iran et qu'il y a eu des records battus au niveau des droits de l'homme et des exécutions sommaires. Petite chose intéressante au niveau du symbole, vous savez que quand on lapide là-bas, on coupe des membres et aussi on pend. Et quand on pend très haut, on pend sur des grues, pour donner un exemple. C'est intéressant parce que ça fait penser à la Megillah d'Esther, où Haman voulait pendre Mordechai sur un bois de 50 amot, c'est-à-dire de 25 mètres de haut. C'est exactement ce que font les Iraniens, et c'est pas un hasard, il y a aussi il y a des manifestations culturelles, symboliques intéressantes. Alors,
je disais la phrase de Pérez. Pérez avait dit, quand un gouvernement, un État despotique, totalitaire on pourrait dire, dispose d'armes de destruction massive, deuxième critère, donc un État totalitaire, deuxièmement dispose d'armes de destruction massive, c'est extrêmement dangereux. On a déjà vu ça en Irak, puisque Saddam Hussein c'était aussi un État totalitaire, un dictateur, avec des armes de destruction massive, parce que contrairement à ce qu'on a dit dans l'Express, en Times, etc., on a soi-disant pas retrouvé des armes chimiques et bactériologiques, mais elles existent, et croyez-moi qu'elles ont été transférées en Syrie, que quand, je ne sais pas quand s'éclaircira la situation syrienne, on a déjà des traces, on a déjà retrouvé des éléments de l'armement chimique et bactériologique irakien. Eh bien, les deux éléments, vous allez me dire qu'est-ce qu'ont le plus les Iraniens? C'est le troisième élément qui joue en signe d'inquiétude et qui avait fait prononcer cette phrase à Pérez. Il dit quand un État totalitaire dispose d'armes de destruction massive qui peuvent être chimiques, bactériologiques et justement nucléaires, et qu'en plus il est mu par un idéal religieux, messianique, fanatique, c'est-à-dire qu'il a, si vous voulez, il a un programme historique, il a une stratégie dont on a commencé à parler avec la tenaille du Nord, la tenaille du Sud, c'est celle dont j'ai parlé, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Yémen. À un moment, quand Moubarak s'est fait renverser, les Iraniens ont été très contents. Avant il y a eu pendant un an l'armée qui a assuré le gouvernement provisoire, mais avant que Morsi, les frères musulmans, arrivent, quand les Iraniens ont salué le renversement de Moubarak en disant que s'il pouvait se créer une alliance entre le Caire et Téhéran, même entre sunnites et chiites, ça pourrait balayer le terrain par rapport à Israël, etc. C'est-à-dire ils ont leurs propres intérêts. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cet axe sud, mais là où la tenaille se rejoint, c'est qu'après le Liban ici, c'est Gaza. Le paradoxe, on m'a posé une fois la question, comment se fait-il que l'Iran, qui est sunnite, a soutenu le Hamas, soutient le Hamas, qui est on ne peut plus sunnite, contre Israël? Et bien, je réponds, vous savez très bien dans la politique, surtout la politique c'est comme, c'est de la stratégie, c'est du machiavélisme, c'est que la contradiction, on pourrait dire même en termes marxistes, ça fait penser à Staline. Le stalinisme lui aussi, des fois il s'associe avec des forces qui n'étaient pas communistes, parce que ça servait ses intérêts. Et bien là c'est la même chose, ils ont soutenu le Hamas parce que c'est un ennemi tenace contre Israël, ils l'ont équipé en fusées, etc. Et ils ont fait des convois, vous vous souvenez, tous les convois qui ont été interceptés par les Marines de Tsahal en mer Rouge. Et donc en fait l'Iran a une stratégie à un premier étage de soutenir le Hamas parce que c'est un ennemi contre un de ses ennemis secondaires qui s'appelle Israël. Or, ce qui est intéressant, parce que les développements, il faut en parler de manière un peu calme, c'est que tout récemment, parce que le Hamas de Gaza est en perte de vitesse, qu'il n'a plus le même rôle, même s'il est toujours un danger pour nous, il est un danger pour nous à cause de différents critères, peut-être certaines inconséquences politico-militaires, peut-être d'autres critères, mais en tout cas, les stratèges iraniens qui lisent très très bien la carte ont décidé de ne plus, enfin non pas de ne plus soutenir, ils continuent d'armer le Hamas, mais ils ont prévu quoi? Ils ont créé, il y a à peu près 2 mois, à Gaza, la branche gazéenne du Hezbollah. Ça veut dire qu'en filigrane, leur cheval de Troie maintenant, ça ne va pas être Haniyeh et son gouvernement, son petit califat de Gaza, c'est-à-dire le Hamas, ça va être, si vous voulez, des cellules d'un groupe dont j'ai oublié le nom en arabe, qui a été lancé, qui est le Hezbollah de Gaza. Pourquoi ça? Parce que maintenant, ils ne comptent plus sur le Hezbollah en perte de vitesse, ils veulent implanter, si vous voulez, un groupe chiite qui joue le jeu au sud, que joue au nord le Hezbollah contre Israël. Alors ils en sont au tout début, mais ça c'est une chose que Israël évidemment sait et qui doit être suivie, parce que alors, dans la bande de Gaza, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a aussi l'État islamique qui est présent, il y a les salafistes, il y a le djihad aussi, bref, on a une jolie poudrière. Mais en tout cas, cette stratégie à deux tenailles, elle existe depuis 25 ans, elle s'est affinée, elle s'est différenciée, et en fait, il faut bien comprendre au milieu de tout ça, c'est pour ça que j'ai cité la phrase de Pérez, c'est que la possession de l'arme atomique par l'Iran n'est pas, si vous voulez, simplement se donner les moyens de sa politique. Ça, on peut dire oui, à ce niveau-là, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a des velléités hégémoniques,
et je dirais même des vérités impériales. J'ai pas le temps de développer ici, il y a des textes, mais on va pas... C'est que quand vous lisez, vous écoutez les discours d'un certain nombre de stratèges iraniens ou des personnes éminentes, eh bien oui, ils disent tout haut qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, et c'est pas les plus religieux qui parlent, parce que le clergé c'est une chose, c'est vrai qu'Ahmadinejad il était à la fois politique et membre du clergé, mais vous avez une direction soi-disant politique, mais l'Iran est dirigé par le guide suprême qui est l'ayatollah Khamenei aujourd'hui, pas confondre avec Khomeini, c'était celui qui a fait la révolution islamique. Et bien le guide suprême de la révolution islamique il joue un rôle, mais a priori, si vous voulez, la direction iranienne, elle est censée, si vous voulez, avoir deux branches. Une branche spirituelle et chiite du clergé qui dirige, qui donne les grandes orientations de la nation, et la branche exécutive. Or, quand on écoute simplement, je parle des gens les plus laïcs, les militaires, les dignitaires du Parlement, ils disent dans leur discours que l'Iran se trouve dans une situation, elle pourra revenir à l'Iran, à la Perse de Cyrus, et qu'il y a un discours politique, même laïque, qui tend à mettre en avant l'idée que l'Iran est la puissance proéminente, a des ambitions qui sont réalisables aujourd'hui, et donc c'est un discours qui est, si vous voulez, qui est indirectement rattaché à ce que nous avons dit, mais quand en plus sur ce discours laïque, déjà inquiétant puisque l'impérialisme se greffe une idéologie religieuse qui est en fait le cœur de la motivation iranienne dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un régime qui pense qu'il a une revanche historique à prendre, parce qu'à la limite Israël c'est vraiment en passant, n'est-ce pas, mais qu'il a comme but de renverser la famille des Saouds ici en Arabie Saoudite et avec tout ce qui l'entoure, avant de s'attaquer plus tard à l'Égypte, parce que l'Égypte est un pays à 85% sunnite aussi, mais pour l'instant, c'est la deuxième armée du Moyen-Orient après Sahel, ils ne font pas le poids les Iraniens. Mais vous comprenez bien maintenant que j'ai donné tous ces détails. Pourquoi le fait de posséder l'arme nucléaire n'est pas simplement se donner les moyens de sa politique. Ça, c'est le premier niveau. Mais c'est bien plus que ça. C'est que, je pourrais amener plusieurs théories là-dessus, plusieurs explications, c'est que si les Iraniens, qui ont d'ailleurs grandement bénéficié de l'accord du 14 juillet 2015, qui est le 14 juillet de l'an dernier, où les grandes puissances de la planète, la Russie et la Chine pour des raisons qui leur sont propres, mais surtout les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, j'ai déjà expliqué, à cause d'une certaine lecture que fait l'administration Obama de son propre retrait du Moyen-Orient, du fait que quel est l'axe stratégique, comment les États-Unis qui ont en fait, pendant toute la période après la fin de la guerre froide, ont assumé, si vous voulez, une présence militaire, ont été le gendarme du Moyen-Orient, d'une certaine manière, aujourd'hui ne veulent plus jouer ce rôle, et ils ont pensé à un moment, et ça je suis obligé de parler quelques mots sur Obama, c'est qu'ils ont pensé avec l'exemple de Morsi que le schéma des frères musulmans allait pouvoir se reconduire dans différents pays, et ils ont appuyé ce schéma, manque de peau, ça a duré 18 mois, et ça a complètement capoté. Eh bien, le remplacement de Morsi, c'était le juillet 2013, il y a presque 3 ans, 2 ans, 3 quarts. Eh bien, vous savez qu'est-ce qui s'en est suivi? Les Américains n'ont pas du tout soutenu Sisi, ils l'ont boudé, ils l'ont même presque désarmé, et Sisi est allé chercher des armes en Russie, en attendant. De la même manière que l'Arabie Saoudite, qui était jusque-là un grand allié et fournisseur de pétrole américain aux Américains, maintenant fait des alliances avec la Chine, avec les marchés indiens, etc., parce qu'ils se rendent compte que les Américains ne vont plus avoir besoin de pétrole. C'est d'ailleurs le secret, entre autres, un des secrets de cette orientation, c'est que les Américains n'ont plus besoin du Moyen-Orient parce qu'ils ont assez de pétrole schisteux, ils vont être indépendants des flux pétroliers, et donc ils se retirent à terme. Et ça dépasse d'ailleurs la politique d'Obama. Vous avez le cœur idéologique de cette politique, c'est Obama et son administration, mais au-delà de ça, il y a des intérêts économiques qui dépassent. D'ailleurs, Obama, il va s'en aller. Et donc, si vous voulez, il y a tout un aspect pourquoi les Américains ont fait ça. Alors, quel était le switch qui a été fait après la chute du pouvoir des frères musulmans? En quelques mois, Washington, qui est vraiment en la matière, ça paraît étonnant qu'un petit journaliste comme moi, israélien, on ose dire dans l'administration américaine qu'elle est amateur. Mais je peux vous garantir que le switch pro-iranien de l'administration américaine s'est fait en quelques semaines quand, de manière, je dirais, stratégique,
les Américains ont cherché quelle était la puissance, puisque ça ne marchait plus avec l'Égypte, qui avait repris la forme d'une sorte de dictature, d'un régime autoritaire, sunnite, etc. Le schéma des frères musulmans n'a pas marché, donc il fallait trouver un allié. Ce n'était évidemment pas Israël, parce qu'Israël, pour des raisons XY, a des rapports particuliers aux États-Unis, mais en tout cas Obama, on sait quelle distance il a pris avec nous. Eh bien, les Américains ont décidé que la puissance à laquelle ils allaient accorder leur confiance pour organiser et faire jouer le gendarme au Moyen-Orient, c'est l'Iran. Parce que, disent-ils, même s'il y a un côté un peu extrémiste, c'est un pays responsable, avec des diplomates, avec une force de population, une force énergétique. Et en fait, comme on dit en anglais, en l'engageant dans un processus où on lui donnera du lest, eh bien ça permettra soi-disant de le rendre plus modéré. Et c'est ce qui explique la capitulation du 14 juillet de l'an dernier, comment les puissances, et je parle des puissances occidentales, les États-Unis ont capitulé sur toute la ligne face à l'Iran. J'ai ici un document, j'en ai déjà parlé, il y a un document, un tableau qui a été établi par un think tank américain de 35 critères de toute cette négociation, allant du problème des missiles, au problème des contrôles, enfin, je ne vais pas rentrer dans l'accord lui-même, tout l'aspect géopolitique, technique et même physique nucléaire, si vous voulez, de cet accord. Et dans ce think tank, ils ont essayé de voir, ils ont mis trois entrées. Les pays occidentaux, les pays arabes modérés et l'Iran. Et face à ces trois entrées, ils ont examiné les 35 critères dont j'ai parlé et ils ont fait une double colonne, qui est gagnant, qui est perdant. Résultat des courses, sur les 34 ou 35, peu importe, l'Iran a emporté le morceau à peu près à hauteur de 27 à 28 points. Et il y a eu quelques points annexes des Occidentaux, et ceux qui ont complètement tout perdu dans cette affaire, c'est les pays modérés du Moyen-Orient qui ont été largués, l'Arabie Saoudite, même la Jordanie qui est inquiète, parce que ça ouvre la porte à ce qu'on appelle une prolifération nucléaire. Vous savez que depuis, même avant cet accord, sachant que les Américains tournaient kazakh, eh bien les pays comme l'Arabie Saoudite qui ont beaucoup d'argent, même l'Égypte, même la Jordanie, et même le Koweït d'ailleurs, et les États, ici ça s'appelle les Émirats Arabes Unis, ont prévu d'acheter des centrales à la Russie ou à la Corée pour faire des centrales nucléaires soi-disant civiles, mais on sait très bien qu'est-ce que ça peut devenir. Quel est le poids économique de l'Iran par rapport à celui de ses ennemis sunnites de la région? Eh bien, le poids de l'Iran, d'abord, c'est un poids de population. Oui, mais ils ne font plus d'enfants, c'est fini là maintenant. Non, mais d'accord, mais c'est un marché. L'Iran est un marché. Et donc, si vous voulez, c'est d'ailleurs pourquoi, j'allais dire, les Américains ont eu leur bonne raison de signer cet accord. Mais l'Europe, elle a eu des raisons sonnantes et trébuchantes, puisque avant même que les sanctions soient levées, l'accord a été signé le 14 juillet, les sanctions ont été levées en janvier de cette année. Eh bien, sans attendre cela, des centaines, voire des milliers de chefs d'entreprise et de directeurs de monopoles de grandes sociétés européennes se sont précipités à Téhéran pour d'ailleurs prendre les Américains de court, parce qu'il y a des liens traditionnels entre l'Europe et l'Iran, et faire des marchés. Et donc, si vous voulez, le poids économique de l'Iran, c'est aussi un pays qui a, je dirais, évidemment des poches de pauvreté, mais qui a, si vous voulez, une population relativement disciplinée. Il y a des couches moyennes qui ont des aspirations économique, c'est un immense marché pour les pays occidentaux et surtout pour l'Europe. Je voudrais 85 millions d'habitants en Iran. Dans la suite de ce que disait Brigitte, on avait entendu des échos il y a quelque temps, mais aujourd'hui, j'ai entendu que l'Arabie Saoudite était en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'elle paye ses dettes par des assignats. Une société de construction, Ben Laden, la famille du fameux terroriste, sur 200 000 employés, on a licencié 80 000, 40%. Et alors ça va avoir un poids considérable dans cette histoire, mais on peut pas, ça date d'aujourd'hui. Hein. C'est ça, le bras de fer est à la fois religieux, ethnique, géopolitique, stratégique, mais il est bien sûr économique, c'est-à-dire qu'il ira en position de force. La signature de cet accord, qui octroie, surtout après la levée des sanctions, qui a été agréée par l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale en énergie atomique, qui est la section, enfin c'est l'organisation onusienne qui parle du nucléaire, qui gère le nucléaire, a donné son feu vert pour la levée des sanctions, parce qu'elle a dit que toutes les obligations provisoires de l'Iran par rapport à l'accord de 14 juillet, qui a monté à 6 mois, ont été remplies,
Et donc, les pays occidentaux, les Américains ont levé les sanctions. Vous savez quel est le montant que l'Iran a, de quoi on parle? On parle de 250 milliards de dollars qui n'ont pas été dégelés tous ensemble. Il y a 3 tranches. Une première tranche de 30 milliards qui est en train d'être versée, un gros corpus de 180 à peu près, et le reste. Et en fait, ça va être une injection phénoménale dans l'économie iranienne. Et si vous voulez, en plus, après je vous en ai parlé, je vais juste finir c'est que la grande capitulation de l'Occident, c'est de ne pas avoir monnayé cet accord par le pendant auquel on aurait quand même pu s'attendre de la part d'un pays occidentaux éclairés, c'est-à-dire de demander en contrepartie que le pays se démocratise, qu'il n'y ait plus d'atteinte aux droits de l'homme, etc. Pas un mot là-dessus. Je n'ai pas le temps de détailler, mais pas un mot là-dessus. L'Iran peut fabriquer ses missiles, d'ailleurs fait des exercices de missiles, et pour ironie de tout, c'était dans les photos, mais peu importe, vous vous souvenez de ça, le jour même où les sanctions ont été levées, et que M. Obama faisait son discours sur l'état de l'Union, à Washington, le discours sur l'état de l'Union, c'est le discours de politique étrangère du président américain tous les 25 janvier, je crois, fin janvier. Ou le 20 janvier, puisque c'est la date d'entrée dans son bureau au Oval. Eh bien, le jour où il faisait ce discours, les Iraniens ont fait un coup d'humiliation des Américains. Ici, en face du Bahreïn, dans ce détroit d'Ormuz, il y avait un bateau américain, une vedette américaine ultra rapide, ultra armée, de gros calibre, qui a été arraisonné par un petit bateau pneumatique des gardes révolutionnaires iraniens, où il y avait 10 types, et où l'incident a failli un incident considérable, mais les Iraniens ont joué ça justement le jour où Obama, qui n'en a pas parlé, parce qu'il était presque en direct avec cet événement, n'en a pas parlé du tout. La télévision en a parlé parce que les Iraniens ont filmé l'arraisonnement de la vedette américaine, où les soldats américains étaient à genoux, ont été emprisonnés pendant 48 heures et libérés de manière chevaleresque, n'est-ce pas, par l'Iran, qui avait d'ailleurs voilé les 2 ou 3 femmes marines qu'il y avait là-bas. Et quel est le symbole? C'est que vous voyez bien, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'était passé derrière Ahrar Aklaïm? C'est que cette vedette américaine, quand elle a vu s'approcher l'espèce de petit pack, elle avait 100 fois la puissance de feu de l'envoyer par le fond, et donc d'empêcher cette humiliation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine du bateau si vous voulez, il savait qu'il avait reçu il a reçu des échos comme quoi il y avait des menaces qui étaient faites en Parsi, en langue perse, que si les Américains ouvraient le feu, il y avait toute une flottille qui avait en joue un porte-avions américain dont j'ai oublié le nom, qui était là, et qu'ils tireraient des missiles sur le porte-avions américain. Ils ont fait un chantage. Le commandant, qui voyait bien que l'engagement, il fallait décider très vite, il a demandé au chef d'état-major des forces américaines qu'est-ce qu'il fait. Le chef d'état-major, il n'a pas osé donner un feu vert, il a téléphoné à Obama, et Obama en personne a dit « on ne tire pas ». Pensez bien, après l'accord du 14 juillet, tout ce qui était en jeu, on ne va pas créer, par bravoure, bravache, on ne va pas créer un incident qui risque de déclencher un feu fou là-bas, si tant est que d'ailleurs ils auraient tiré sur les porte-avions, c'est toujours comme ça. Eh bien, les Américains se sont laissés humilier, les Iraniens ont pu filmer cette scène pour montrer, comme le disait l'ayatollah Khomeini, que la lutte contre les puissances du mal continue, et c'est pas parce qu'on a signé l'accord, au contraire cet accord va nous donner les moyens de mener notre politique. Et donc si vous voulez, on a affaire à un phénomène, si vous voulez, qui est une capitulation pour différentes raisons très complexes, chacun ayant son intérêt, mais la propension et les velléités hégémoniques de l'Iran, qui se fondent sur à la fois des aspects économiques dont on vient de dire que quelques mots, parce que évidemment l'Arabie Saoudite est en position difficile, elle cherche des marchés pour son pétrole en Chine et en Inde, c'est pas facile de se reconvertir, et l'avenir n'est pas très brillant pour l'immense, et puis surtout que c'est un désert immense, mais c'est pas un pays qui est tenable facilement, qui risque d'éclater lui aussi. Donc des raisons à la fois économiques, géostratégiques, mais surtout, ce conflit sunnite-chiite, si vous voulez, il est arc-bouté sur cette volonté de prise de revanche de l'Iran, qui pense que l'histoire est en train de tourner à son avantage, d'abord parce qu'on l'a laissé continuer son programme nucléaire. En fait, le résultat des courses de l'accord du 14 juillet, c'est quoi? Je peux donner que cet éclairage, mais tout est démoralisant dans cet accord-là. Pourquoi?
les Iraniens possèdent 20 500 centrifugeuses. L'accord leur a autorisé le fait que les centrifugeuses, 6 500, c'est-à-dire combien ça fait le tiers. Le tiers continue de fonctionner. Ils ont accepté de geler les 2 tiers. Ils ont soi-disant accepté d'envoyer leur uranium déjà enrichi en Russie. Mais on ne sait pas combien d'uranium enrichi ils ont caché. On ne sait pas si même ils n'ont pas déjà préparé des mini-bombes nucléaires. Personne ne sait s'il y en a ou pas. Et ni le Mossad, ni rien. Et surtout, c'est l'exemple que j'ai cité que tout le monde, les gens qui connaissent un petit peu ce dossier ici, c'est que le Pakistan, qui est déjà une puissance musulmane nucléaire, avec un autre système de pouvoir, etc., un pays sunnite, bon, et bien le Pakistan, d'ailleurs pays sunnite qui a dit, au moment où il y a l'histoire des Houthis, qui a dit à l'Arabie Saoudite, si les Iraniens vous poussent dans les orties, ben nous on est là, sous-entendu avec notre propre bombe nucléaire pour vous défendre. Donc vous voyez qu'on a toutes les conditions d'une apocalypse. Et alors, qu'est-ce que je disais? C'est que le Pakistan, lui, il a construit son arsenal nucléaire il y a à peu près une quinzaine d'années, avec vous savez combien de centrifugeuses? 300. Et aujourd'hui, les centrifugeuses de l'Iran sont hyper développées. Elles vont vite, elles produisent vite de l'uranium. Autoriser, laisser l'Iran faire fonctionner 6500 centrifugeuses, donc c'est qu'une question de temps, d'opportunité. Dès que l'Iran jugera bon géopolitiquement de se retirer de l'accord, elle le fera. Et d'ailleurs, l'un des sujets du tableau dont j'ai parlé, qui est très inquiétant, c'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, le breakdown, c'est-à-dire quel est le temps qu'il faudra à l'Iran, si elle se remet à fabriquer de l'uranium de manière publique, sans savoir les réserves qu'elle a, pour avoir assez de quoi faire plusieurs... Alors là-dessus, les services secrets se contredisent. Pour le Mossad, c'est quelques semaines. Pour les Américains, c'est 6 mois. C'était la grande victoire de Obama. Il a dit, en 6 mois, on a le temps de réagir. Et en fait, on est dans le cirage le plus total. Et donc, si vous voulez, chaque aspect de cet accord est une catastrophe pour les pays modérés de la région. Pour Israël, c'est une autre paire de manches. Parce que nous, on croit, depuis le début, on ne croit à rien de ça. La position israélienne, c'était de dire on laisse la communauté internationale faire les sanctions. Et d'ailleurs, Israël a voulu que les sanctions ne soient pas levées. Mais du moment qu'il y a eu cette capitulation, la position d'Israël de dire nous, pour l'instant, tant que l'Iran ne produit pas des armes nucléaires, on suit ça de près, mais du moment qu'elle sera en phase d'avoir des armes nucléaires, on prendra nos responsabilités, on fera ce qu'il faudra faire. Alors, faire ce qu'il faudra faire, c'est pas si simple que ça. Ici, cette carte que j'ai dressée, enfin avec des étoiles, c'est les 24 centrales nucléaires iraniennes, et aussi, pas seulement les centrales, puisqu'il y a des couleurs différentes, c'est les stockages de missiles, assemblage des ogives, enfin tout le programme nucléaire. 24 endroits qui sont hyper souterrains. C'est impossible de penser qu'on va rééditer, si tant est qu'un jour, qu'à Dieu ne plaise, ça soit nécessaire. Le coup de Osirak, qui était une centrale unique, en plus par surprise. Donc personne ne pense qu'aujourd'hui on va faire une intervention de ce genre. Et on m'avait posé la question déjà il y a 2-3 ans, puisque ce sujet de la bombe nucléaire iranienne, c'est un serpent de mer qui nous poursuit, merci, depuis presque 10-15 ans. D'ailleurs, cette carte, je l'ai faite il y a peut-être 7-8 ans déjà pour mes conférences. Eh bien, on m'avait posé la question il y a 2 étés à Paris, parce que le sujet devenait chaud. Il y avait la rupture des pourparlers, on n'avait pas encore signé l'accord du 14 juillet. Et quelqu'un m'avait dit dans une rédaction, comment vous voyez? Moi, j'avais répondu, je vous ai déjà expliqué ça, c'est pas pour couper court à vos questions, mais j'avais dit que d'abord Israël, s'il est acculé à le faire, il frappera pas où on l'attend, et pas comme on l'attend. Et ça veut dire quoi, en filigrane? Ça veut dire que, j'ai déjà dit, que peut-être, si tant est que l'Iran sort du cadre de l'accord, ou alors, cet accord, il est que sur 10 ans. Qu'est-ce que c'est 10 ans à l'échelle de l'histoire d'une région? C'est rien, surtout avec ses ambitions. Donc l'accord ne vaut que 10 ans. Et si tant est qu'ils peuvent aussi en sortir avant. Mais même dans 10 ans, si vous voulez, quand l'Iran décidera ce qu'elle décide, y compris... Je vais vous dire aussi une autre chose. Pourquoi Israël a cette position? Et je vais après vous dire la phrase que j'ai dit. C'est que, on comprend bien que déjà pour nous, c'est extrêmement difficile de gérer le Hezbollah au nord et le Hamas au sud, qui sont soutenus par l'Iran et on sait comment. Mais du moment que ces 2 groupes terroristes qui en veulent à l'existence même d'Israël et animés de la haine qu'on sait, les tunnels d'un côté, le Hezbollah possède à peu près... C'est un chiffre difficile
dire à peu près 80 000 roquettes et missiles, c'est-à-dire ils ont 3 fois l'arsenal qu'ils avaient dans la Seconde Guerre du Liban. Et donc en fait, déjà que c'est difficile à gérer cette menace, si après un essai nucléaire iranien qui pourrait intervenir en cas de rupture de cet accord, l'Iran tout d'un coup on apprend, je ne sais pas, dans 3-4 ans ou avant, ou même dans 10 ans, ça y est, il est rentré dans le club nucléaire, il a fait un essai, comme la Corée. Parce que les Américains ont capitulé complètement par rapport à la Corée du Nord. Eh bien, si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire pour nous immédiatement? C'est-à-dire que le Hezbollah au nord et le Hamas au sud sont désormais sous la protection du parapluie nucléaire iranien. Alors déjà que c'est une menace difficile à gérer, vous imaginez ce que c'est ingérable. Et donc Israël est obligé de concevoir des scénarios, qu'à Dieu ne plaise qu'on en arrive là, parce que aussi, je vais vous dire, tout ça c'est dramatique, mais il y a dans l'histoire de la confrontation avec l'Iran, il y a un aspect Venaa Fourou. Et je vais en dire un mot. Alors, qu'est-ce que j'avais répondu avant de terminer? Je voudrais terminer avec ce Venaa Fourou. Tout peut s'inverser en quelques galipettes géopolitiques. Eh bien, j'avais répondu aux journalistes qui me disaient qu'est-ce qui va se passer? Je dis d'après moi, si tant est qu'on soit acculé, qu'à Dieu ne plaise à une intervention, ça ne sera pas une intervention militaire classique, et la guerre éventuelle, qu'on ne souhaite pas, mais en fait qui est toujours en potentiel possible, et à laquelle on se prépare. Parce que vous savez que le Meir Dagan, ancien chef du Mossad, a saboté d'une certaine manière une décision qui a été prise par Netanyahou, c'est lui de commencer une opération militaire sur l'Iran et empêcher. Et peut-être que, on ne sait pas, il y a du bon et du mauvais dans tout, hein. C'est pas manichéen cette affaire-là, c'était peut-être pas le moment. Eh bien, j'ai répondu en disant, l'intervention, si elle se fait d'Israël contre les Iraniens, risque d'être la première guerre cybernétique du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut paralyser un pays, pas avec des bombes, mais avec des ordinateurs, des milliers d'ordinateurs, la rentrée dans les sites de distribution du pétrole, les sites financiers, les sites de carburant, les sites de l'armée. On peut paralyser un pays. Orwell, 1984, c'est derrière nous. Aujourd'hui, c'est comme dirait Boualem Sansal dans son fameux livre sur l'islam, ça c'est autre chose que je vous recommande de lire, qui s'appelle 2084. Ce qui est devant nous, c'est 2084. Pas... Et donc, si vous voulez, la guerre cybernétique, c'est oui à l'ordre du jour. Alors, je voudrais dire un dernier mot sur le Venaa Fourou. C'est que, qu'est-ce que ce serait un Venaa Fourou? Une inversion de ces logiques inquiétantes où on est pris dans un étau et pas seulement. D'un côté, il y a des choses positives, on n'a aucune armée étrangère arabe qui nous menace, contrairement à ce qui s'est passé depuis 60 ans. Et on est disons, libre de nos mouvements au niveau conventionnel. Bon, la vraie menace, vous comprenez que, une fois que j'ai dit tout ça, la vraie menace, l'Iran, ça n'a rien à voir avec Daesh. Daesh, c'est un feu de paille, mais si vous voulez, Daesh, il s'est enfoncé dans du beurre, il a pris de l'importance parce qu'il n'y avait plus d'armée irakienne, plus d'armée syrienne. Et d'ailleurs, ils savent très bien que ils ont publié des articles en disant on attend les soldats américains et britanniques, mais ils savent très bien que si ils jouent avec le feu avec Israël, ils risquent de perdre très gros. C'est-à-dire qu'Israël pourra intervenir aussi bien dans le Sinaï. Si ça part du Sinaï, il paraît qu'il y a une offensive qui se préparerait, je ne sais quoi. Il y a beaucoup de sensationnels là-dedans. Ou alors par le nord. Bon, le nettoyage que Israël pourrait faire ne serait pas du tout empreint de retenue, je l'espère, puisque là on n'a pas affaire à un problème palestinien, Gaza, on a affaire à une puissance barbare qui doit être éradiquée. Et ils savent très bien qu'ils ne doivent pas s'y frotter. Donc en fait, ça c'est une menace conjoncturelle, Daesh. Surtout qu'il est en régression aujourd'hui. La vraie menace profonde, structurelle, c'est l'Iran. Alors le premier Venaa Fourou auquel on pense, c'est quoi? Le renversement de situation. Ben, c'est quelque chose que la CIA et les grandes puissances, enfin surtout américaines, ont essayé de faire pendant les années ça fait combien? 1979, la révolution islamique, ça fait 36 ans qu'il y a ce régime religieux fanatique en Iran. Alors les Américains ont essayé de monter les couches moyennes, les étudiants, de créer une opposition démocratique. Et ils ont raté un grand coche en 2009 lorsque Ahmadinejad s'est fait réélire lors d'élections frauduleuses. Il y a eu un soulèvement populaire, des millions de gens qui sont descendus dans la rue en Iran et qui ont manifesté contre les fraudes du régime. Et à ce moment-là, les États-Unis n'ont pas bougé le petit doigt. Je vais déjà expliquer ça. Alors qu'ils ont congédié Moubarak au bout de 4 jours d'émeute, la secrétaire d'État de l'époque, ministre des Affaires étrangères américaine Clinton, qui se présente à la présidence maintenant, démocrate, elle a, sur les ordres d'Obama, elle a donné un ultimatum à Moubarak au bout de 4 jours en disant « dégage ».
Parce que les États-Unis avaient leur propre logique avec les frères musulmans. Eh bien, c'était pas du tout le cas en 2009, 2 ans avant, quand il y a eu, c'était un soulèvement massif dans les grandes villes iraniennes, de Téhéran, Isfahan, toutes les grandes villes de province, des cortèges de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il y a eu 800 personnes qui ont péri dans les commissariats, qui ont été assassinées par la garde révolutionnaire iranienne. Eh bien, à ce moment-là, les gens d'ailleurs ont perçu, il y avait quand la vague commençait à retomber et que l'opposition, la rébellion iranienne contre le régime a vu que les Américains ne bougeaient pas. Vous savez quel est le slogan pathétique que les foules criaient dans les grandes villes iraniennes? Obama, Obama, choisis ton camp. Parce que là, le peuple iranien, c'est un peuple qui a un vécu politique, c'est un grand peuple, c'est un peuple qui a une tradition aussi. C'est un vrai pays, l'Iran. Hein? L'Iran, c'est un vrai pays. Oui, mais il n'est pas. Golda Meir, elle l'a pas cité parce qu'il n'est pas dans le moyen Proche-Orient. C'est un pays qui est un pays chiite de religion, musulman. Il est musulman, mais pas arabe. Il est musulman indo-européen. Et donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça a des incidents, c'est que si déjà, j'avais expliqué ça dans une autre intervention, si déjà il y a une espèce de séduction de tout l'Occident et surtout de l'Europe par rapport à l'Orient et au Moyen-Orient, la séduction de l'Europe et la séduction des États-Unis aussi par rapport à un pays comme l'Iran est terrifiante parce que c'est un pays musulman qui est en Orient et même plus à l'Orient que les autres pays sunnites, mais ce sont des gens de haute culture indo-européenne qui ont un brio terrifiant et si vous voulez, j'en veux pour preuve, après je reviendrai pour une dernière phrase à propos de l'illusion de croire qu'il peut y avoir un soulèvement. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas marché pendant toutes ces années, c'est pas avec l'accord qu'ils ont signé, et surtout la levée des sanctions, le fait que le régime est maintenant plus fort que jamais, il va pouvoir justifier de son existence, etc. Et ça sera d'autant plus difficile à renverser, c'est qu'il y a un simple chiffre que j'ai vérifié il y a 4 ans, lorsque j'ai rencontré une juive iranienne, qui était une physicienne d'ailleurs, dans un restaurant à Paris qu'on m'a fait rencontrer, qui venait de s'échapper d'Iran, elle venait d'avoir la nationalité française pour travailler comme physicienne en France. Et je l'ai rencontré pendant 3 heures. Alors, tout ce qui a été dit n'est pas forcément du blanc sur noir, mais je lui ai demandé de me citer, et j'avais lu d'ailleurs ce chiffre, je ne sais pas si c'était juste, combien, sur les 85 millions d'Iraniens, la garde révolutionnaire, c'est-à-dire la police politique, on pourrait dire la SS du régime, par rapport à la Wehrmacht, les gardes révolutionnaires, c'est la police idéologique du régime. D'ailleurs, ils ont main mise sur les missiles, main mise sur la flotte, sur l'arme nucléaire, c'est-à-dire c'est une armée dans l'armée. J'ai demandé un chiffre. Quel est le nombre de gardes révolutionnaires? Combien ils sont? 7 millions et demi. Wow. 1 sur 10 presque, puisqu'il y a les bébés et tout ça. 1 sur 10 fait partie de cette milice, et donc le régime est verrouillé. Parce que pour se soulever contre ça, quand je disais 500 ou 700 qui sont restés dans les commissariats, s'il y a une véritable révolution en Iran, ce sera des dizaines de milliers de morts. Et c'est donc une donnée. Alors, qu'est-ce que ça peut être, le Vena Afourou, si ça ne part pas du peuple iranien, puisque de toute manière, le peuple iranien il a été abandonné par les grandes puissances, et par Obama dès 2009, et avec cet accord de 2015, où personne n'a pensé qu'on pouvait avoir en contrepartie la levée de une partie, ne serait-ce qu'une partie de ces mesures contre les droits de l'homme. D'ailleurs, l'Iran, comme vous savez, siège en bonne place au Conseil des droits de l'homme de Genève, qui vote 80% de résolutions contre Israël. Ça, on connaît cette mascara. Mais qu'est-ce que ça peut être le Vena Afourou? Eh bien, si vous voulez, c'est aussi, c'est là où entre en jeu les contradictions primaires et secondaires, pour employer le terme marxiste, c'est que Israël aujourd'hui, de par la force des choses, se rapproche pour la sauvegarde de l'Arabie Saoudite, suppose un rapprochement avec Israël, avec aussi la Jordanie. Déjà Israël, comme les Américains et surtout Israël, structure la Jordanie pour empêcher qu'elle devienne un pays islamique, soit frères musulmans sunnites, soit de l'État islamique. Mais c'est aussi un siman shelah, un point d'interrogation, la Jordanie. Mais il y a, si vous voulez, une ère un peu nouvelle où les alliances stratégiques qui étaient impossibles à penser jusque-là, c'est d'ailleurs pourquoi Sisi a parlé du problème palestinien, mais Sisi lui aussi se rend compte qu'aujourd'hui il y a des pays qui sont dans le même camp, Israël, l'Égypte et l'Arabie Saoudite par rapport au danger proéminent de l'Iran,
Et donc, si vous voulez, il peut y avoir aussi un renversement de tendance, surtout que, comme je le disais, en arrière-cour, il n'y a pas seulement la puissance nucléaire israélienne et la puissance cybernétique, mais il y a le Pakistan de l'autre côté. Et donc, si vous voulez, les clés ne sont pas jouées, c'est-à-dire que l'Iran, elle est en position de force au niveau conjoncture, elle a une forte idéologie, elle a une revanche à prendre, elle est en bonne marche, et c'est inquiétant, mais en même temps, les choses peuvent exploser d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, bon ici le Pakistan commence ici, le Pakistan est ici à peu près, vous voyez, dans cette zone-là. Et donc, tout ça est dans un certain mouchoir de poche à l'échelle des avions d'aujourd'hui et des guerres cybernétiques et surtout des missiles. Mais si vous voulez, il y a donc une perspective d'alliance. Les renversements, c'est aussi... alors ok, c'est vrai, sur le papier, 9 millions, enfin 7 millions et demi de gardes révolutionnaires sur une population de 85 millions, c'est verrouillé. Mais il y a des inconnus. Par exemple, après les événements de 2009, les couches moyennes de Téhéran, ce qu'on appelle le bazar, les grands commerçants de Téhéran sont sortis contre le régime. Et il y a comme ça dans la société iranienne, il y a des pans entiers qui pourraient, tout en profitant si vous voulez, de l'essor économique que ça va créer, peut-être aussi, on sait très bien qu'un peuple, on ne peut pas le maintenir des décennies entières dans un despotisme si il a un certain niveau de vie. Et donc le régime est dans une contradiction. D'un côté, il est obligé de lâcher du lest à la population au niveau si vous voulez, du bien-être, parce que là, il n'y a plus les chansons, il n'y a plus d'explication aux restrictions. Mais d'un autre côté, en lâchant du lest, ça veut dire aussi que le régime peut aussi devenir suranné et déplacé par rapport... Alors ça prendra du temps, je ne sais pas, mais là aussi, c'est une source de renversement possible. De toute manière, pour finir vraiment, quand on sait qu'on a affaire donc, à un imbroglio de ce genre et que ça va durer du temps, on se rend compte, et c'est bon, la semaine prochaine ou celle d'après, un des sujets que je vais aborder, je ne sais pas si c'est celui de la semaine prochaine, La semaine prochaine, ça porte sur en fait, pourquoi les États arabes ne peuvent pas être démocratiques. Voilà, pourquoi le monde arabe ne peut-il pas être libre? Ça sera le prochain sujet. Parce que ce qui est en filigrane dans toute cette question, c'est que bon, au départ, il y avait une volonté des populations de se débarrasser d'un certain despotisme. Mais ça a tourné du printemps à l'hiver, du printemps soi-disant démocratique à l'hiver islamique. Et donc ça sera la prochaine séance. Mais si vous voulez, pourquoi je disais ça, c'est que quand on a un petit peu mordu à cette structure sunnite chiite, à cette histoire que j'ai répétée aujourd'hui, on s'aperçoit combien l'existence des Européens à vouloir créer un État palestinien dans cette carte-là, et non seulement grotesque, mais atteste d'un antisémitisme, un anti-judaïsme de structure dont j'ai déjà parlé. Et j'en veux pour preuve, mais vraiment là je m'arrête parce qu'il est tard. Ce que j'avais écrit un petit texte un peu ironique, un petit billet dans la Modia, enfin qui s'appelle Aguesher maintenant pour des raisons chassidico-délirantes. J'avais écrit un petit texte parce que le soir de l'attentat de Bruxelles, commis par Daesh, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Federica Mogherini, recevait le ministre jordanien des Affaires étrangères dans une rencontre normale et elle a été amenée dans cette rencontre à réagir au terrible après-midi de Bruxelles. Et elle s'est mise à pleurer, en plein discours, vous avez vu cette image. Et c'était émouvant au premier degré, le pshat, de voir une jeune technocrate italienne, européenne, craquer parce qu'elle était pleine d'émotions de ce qui s'était passé. On était compatissants dans un premier temps. Mais moi j'ai écrit un papier dur, et au-delà de cette personne, parce que cette même personne qui pleurait ce soir-là, s'était fendue d'un sourire jusqu'à ses oreilles le soir de la signature de l'accord du 14 juillet avec l'Iran. Elle était aux côtés du ministre des Affaires étrangères iranien, qui n'arrêtait pas de faire des jokes et qui menait la danse à Vienne, l'accord de Vienne. C'est vraiment un accord d'Anschluss là-bas qui s'est passé. Et elle ne faisait que rire, elle était aux anges. Et cette même personne qui était dans la poche de l'Iranien, des Iraniens qui ont réussi leur offensive de char jusqu'au bout, c'est elle qui s'est mise à pleurer. Et moi j'ai écrit un article qui s'appelle « Jean qui rit, Jean qui pleure ». Par qui les Européens sont-ils gouvernés aujourd'hui? À la semaine prochaine.